Bonjour et bienvenue chez le Baron. Savez-vous que plusieurs développeurs en JavaScript ignorent l'existence ou l'importance des event loops? Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais avant d'en parler, il y a deux ou trois choses que vous devriez savoir. JavaScript est un langage de programmation à thread unique, c'est-à-dire qui ne peut faire qu'une chose à la fois. C'est le moteur JavaScript ou JavaScript Engine en anglais qui exécute les scripts et il le fait à partir du haut du fichier et descend vers le bas. Pour leur exécution, les fonctions sont placées dans le call stack qui utilise le système last in, first out, à savoir la dernière fonction qui y est placée est exécutée en premier, le LIFO. Prenons alors un exemple assez simple pour illustrer cela. Lorsque le script est lancé, un Global Execution Context ou un contexte d'exécution global est placé dans le call stack et le script va être exécuté de haut en bas. Lorsque la première fonction est rencontrée, un contexte d'exécution particulier à cette fonction est placé dans le call stack et va être exécuté. Et c'est alors que nous voyons le mot début affiché sur la console. Et comme nous n'avons plus de ligne à exécuter, le contexte d'exécution de la fonction A va être retiré du call stack. On rencontre alors la fonction B et pareil, un contexte d'exécution pour B est placé dans le call stack. Et nous allons également voir le texte ma fonction affiché sur la console. Et le contexte d'exécution de B va être retiré. Et ainsi de suite pour C où nous allons voir le mot fin affiché et puis le contexte d'exécution va être retiré. Et vu que nous étions également à la fin de notre script, le contexte global est également retiré, libérant ainsi le call stack. Simple, n'est-ce pas? Prenons un second exemple. La seule chose que j'ai modifiée est que la fonction B, j'appelle setTimeout, qui après un certain intervalle de temps doit afficher le texte ma fonction et dans notre cas, je lui ai passé 0 millisecondes comme paramètre parce que je souhaiterais que le texte soit affiché immédiatement. Et alors, si je vous demandais que serait le résultat sur la console, vous pouvez poser la vidéo et y réfléchir. Mais avant de vous donner la réponse, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Le moteur JavaScript ainsi que la console font partie du navigateur ou browser en anglais. Et le navigateur comprend ce qu'on appelle les Web APIs, un ensemble des fonctions très importantes qui utilisent JavaScript. Le DOM API par exemple, lorsque vous faites document.getElementByIDE, en soi, vous interagissez avec cette API. Console.log interagit également avec l'API console ainsi que setTimeout. Et ce qui est important à noter, c'est que certains de ces API prennent ce qu'on appelle des callback functions. Console.log n'en prend pas, voilà pourquoi vous voyez immédiatement le résultat s'afficher sur la console. Mais dans le cas de setTimeout, il reçoit une fonction callback qu'il est supposé exécuter après un intervalle de temps. Vu que JavaScript ne peut faire qu'une seule chose à la fois, imaginez si nous avions une fonction setTimeout avec une durée de 20 heures. Devrions-nous stopper toute notre application et attendre pendant 20 heures? Voici où se situe l'importance de l'event loop. setTimeout fait partie de ces fonctions qu'on appelle asynchrones. Lorsqu'elles sont appelées, elles libèrent le call stack et la requête reçue est enregistrée au niveau de Web APIs. Et ainsi, aussitôt le résultat prêt, dans le cas de setTimeout, la durée de temps est épuisée, elle retourne la fonction callback pour être exécutée. Et cette fonction callback est placée dans la callback queue. C'est une queue au fait où on est placé toutes les fonctions qui doivent normalement être invoquées plus tard. Le rôle alors de l'event loop est de continuellement vérifier si le callback queue a un message ou une fonction à être exécutée. Et aussitôt que le call stack est disponible, l'event loop va passer cette fonction callback au call stack pour exécution. Et si c'est encore un peu flou pour vous, retournons à notre exemple précédent pour voir cela en pratique. Le script est lancé et le contexte d'exécution global est placé dans le call stack. La fonction A est rencontrée et un contexte d'exécution spécial est placé dans le call stack. Nous appelons console qui va devoir afficher le texte et vu que nous n'avons plus de ligne à exécuter dans A, le contexte d'exécution est retiré du call stack. De son côté, console va immédiatement afficher le texte. Nous passons à la ligne suivante et notre fonction B est rencontrée et un contexte d'exécution est placé dans le call stack. La requête va être enregistrée par setTimeout qui va lancer le compteur. Et vu que le compteur est fixé à 0, il va immédiatement lancer la fonction callback attachée, mais ne va pas la retourner au call stack, mais plutôt à la callback queue où elle va attendre son tour dès que le call stack est disponible.
Et vu que nous n'avions plus de lignes à exécuter pour la fonction B, son contexte d'exécution est retiré du call stack et celui de C, il y est placé. On appelle console.log qui va immédiatement afficher le contenu du texte. Et puisque nous n'avions plus de lignes à exécuter pour la fonction C, son contexte est retiré. Pendant ce temps, l'event loop continue à attendre que le call stack soit libéré complètement pour faire avancer la fonction callback de B. Et finalement, nous n'avons plus de lignes à exécuter dans le script et le contexte global est ensuite retiré du call stack. L'event loop va constater que le call stack est libre et va alors pousser la callback function de B pour exécution. Puis, console.log est contacté pour afficher le texte et va libérer le call stack vu que nous n'avons plus de lignes à exécuter. Voici le résultat de la console. Pas si évident, n'est-ce pas? Sinon, avant de vous quitter, j'aimerais ajouter ceci. En termes de priorité d'exécution au niveau de l'event loop, nous avons deux queues. La micro-task ou micro-task queue ainsi que la callback queue. Et c'est la micro-task queue qui a priorité sur celle de la callback. Dans la micro-task queue, c'est là où nous retrouvons les fonctions asynchrones async await et les promises. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ce petit contenu va pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qui se passe au fait lorsque vous exécutez votre script JavaScript. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.